Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Corinne Lepage. Bonjour Corinne Lepage, vous êtes présidente de CAP 21 et députée européenne. Pour vous interroger, cette semaine, Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame, Benjamin Rosier pour RCF et Bernard Gors pour le quotidien La Croix. Bonjour. Bonjour. Hier, nous étions le 17 octobre et c'est l'anniversaire de la manifestation des Algériens à Paris en 1961, une manifestation qui avait lieu à de violents incidents. Et hier, le président de la République, François Hollande, a fait acte de repentance en reconnaissant cette répression sanglante et en rendant hommage à la mémoire des victimes de cette tragédie. Est-ce que le président de la République était dans son rôle ? Alors, c'est un drame absolu, cette affaire de 1961. Je rappelle que le préfet de l'époque était de sinistre mémoire, hein, c'était un dénommé Maurice Papon, quand même, il faut le rappeler. J'ai regardé très attentivement ce qu'a dit le président de la République. Il n'a pas reconnu de faute. On parle de repentance, il a dit qu'il reconnaissait les faits. Il dit qu'il reconnaît avec lucidité la répression sanglante et il rend hommage aux victimes. Voilà. Je pense qu'il l'a fait aussi en perspective de son voyage en Algérie. Est-ce qu'il faut que la République elle-même se considère comme responsable de ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est une faute de l'État au sens juridique, administratif du terme, c'est-à-dire de la préfecture de police, mais ça reste à ce niveau-là, c'est peut-être là où on peut avoir un débat. Mais reconnaître l'existence d'un fait, ça me paraît quand même assez incontournable. C'est un débat qu'on avait déjà eu sur l'affaire du Veldiv, puisque François Mitterrand disait que ce n'était pas l'État français qui avait commis cet acte, et c'est Jacques Chirac en 1995 qui décide, dans un discours fameux, de reconnaître la responsabilité de la France. Est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité une décision prise au plus haut niveau de l'État français de l'époque, donnant des instructions à toutes les polices de France et de Navarre d'aller faire les rafles, et le choix du préfet de police, est-ce que De Gaulle était d'accord avec cette décision, puisque c'était lui le président de la République? C'est quand même ça la question qui est posée. Vous voyez bien que ça pose des questions de nature, me semble-t-il, quand même sensiblement différentes. Mais enfin, les faits sont les faits. Clémence Houdaille pour RND. Vous aviez appelé à voter François Hollande. Quel regard portez-vous sur ce début de mandat de notre président? Il est difficile. Je crois qu'il y a des couacs gouvernementaux qui succèdent à des couacs gouvernementaux. J'ai appelé à voter François Hollande, je ne suis toujours pas socialiste et je n'ai pas l'intention de le devenir. Mais en revanche, je ne souhaitais vraiment pas que Nicolas Sarkozy fasse un second mandat. J'ai été claire, je dirais depuis l'origine, refusant d'entrer au gouvernement dès 2007. Donc on peut au moins, même pour les critiques que j'accepte, reconnaître une cohérence. Il est dans une situation excessivement difficile. Sur un plan à la fois économique, sur un plan européen et sur un plan de politique intérieure, avec une majorité présidentielle qui tire un peu à U et à Dia, et par voie de conséquence, je dirais que je fais partie de la catégorie un peu des attentistes. Hein. Je n'aurai pas de jugement très sévère parce que je pense que c'est vraiment très difficile, mais j'aimerais mieux, j'attends de lui, si je puis dire, quelque chose de ferme, de fort et de cohérent. Il a parlé du redressement de la France. Il y a énormément de gens, et je dirais bien au-delà des socialistes et des sympathisants socialistes, qui sont prêts à œuvrer pour le redressement de notre pays parce qu'on est tous convaincus que la situation est effectivement extrêmement grave, à la fois sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal, et qui voudraient mettre la main à la pâte. Avec chacun à la place, évidemment, qui est la leur. On n'a pas le sentiment qu'il y ait, je dirais, de la part du gouvernement, une ouverture vers cela. Et pour ma part, je dirais ce qui m'a le plus chiffonné, c'est l'impréparation au niveau budgétaire et au niveau du redressement des finances publiques. Qu'on fasse des efforts fiscaux. Je fais partie, je le dis, c'est un état de fait, des gens qui vont être largement appelés à contribuer. C'est normal. Mais en revanche, ce que j'attends de l'autre côté, c'est un vrai effort de réduction de la dépense publique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un problème d'autorité aujourd'hui au gouvernement ?
On a vu tous les couacs récents sur l'histoire de la redevance, par exemple, ou l'affaire de la dépénalisation du cannabis lancée par le ministre de l'Éducation. Moi, j'ai été ministre. Vous parliez d'impréparation tout à l'heure. J'ai été ministre, je sais ce qu'est la solidarité gouvernementale. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes vraiment pas d'accord et que c'est très important, vous partez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne le dites pas, vous n'êtes pas obligé de soutenir, mais au moins vous ne dites rien. Bon. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait cette cohésion au sein de l'équipe gouvernementale, peut-être aussi parce que beaucoup de ministres sont très novices, si je puis dire, dans l'exercice, et que peut-être ceci explique aussi cela. Benjamin Rosier, pour RCF. Renoncez-vous, Madame Lepage, à une grande formation du centre? Pas du tout, mais de quoi parlons-nous? Voilà. Parce qu'il y a une UDI, plutôt. Oui, eh bien moi je suis en train de travailler à la même chose, mais de l'autre côté, si je puis dire. C'est-à-dire de rassembler, et ces jours-ci, un appel en ce sens va être lancé, des sensibilités différentes de familles du centre, mais qui souhaitent le succès du président de la République, tout simplement parce qu'il est président de la République pendant 5 ans et qu'il faut que ça marche. Et donc essayer d'aller au-delà de coupures habituelles, si je puis dire, entre la droite et la gauche, essayer d'être très pragmatique et de défendre une vision pragmatique, équilibrée de la politique. Et je suis en train de rassembler un certain nombre de gens venus, certains du MoDem, d'autres de mouvance écolo, d'autres de la gauche moderne et républicaine, et puis à égalité, à parité, des gens qui n'ont aucune appartenance politique. C'est-à-dire 50% de gens avec une carte, 50% de société civile. Parce qu'il me paraît aussi indispensable que tous nos concitoyens qui ne sont pas encartés, mais qui ont envie d'agir sur un certain nombre de principes simples, puissent le faire. Voilà, je suis en train de tenter cela. Nous mettons cela sur pied avec un certain nombre d'amis, et j'espère que d'ici le début de 2013, nous aurons abouti réellement à un mouvement. Corinne Lepage, il paraît que Daniel Cohn-Bendit, qui est un peu fâché, on va dire ça comme ça, avec ses amis des Verts, fait un petit peu son marché, et qu'il vous a invité, enfin c'est son frère, c'est Gabi Cohn-Bendit, qui vous aurait invité à une réunion au Sénat le mois prochain. Alors, je vais vous expliquer, oui, c'est Gabi Cohn-Bendit qui prend une initiative que je trouve très intéressante et que je soutiens. Et ça va dans le sens de ce que vous voulez faire. C'est un peu différent, mais tout à fait cohérent. Je m'explique. Gabi considère, il a raison, qu'il y a dans beaucoup de familles politiques des gens qui ont une vraie sensibilité, non pas écolo, mais qui sont convaincus que la transition économique est nécessaire. Et il se dit, il est indispensable d'essayer de les faire travailler ensemble de manière totalement transcourante, allant, je dirais, de Chantal Joanneau à des Verts très verts. Benamias, par exemple. C'est MoDem, Benamias, c'est du centre, mais Jean-Luc est dans le coup. Jean-Luc est dans le coup, nous sommes très proches, nous avons des démarches très cohérentes, Jean-Luc Benamias et moi-même, dans le rassemblement dont je viens de parler. Donc, l'idée de Gabi, c'est de mettre tous ces gens ensemble. Je dirais que c'est une idée nouvelle, mais qu'il n'est pas tant que ça, parce que, je vais remonter à des temps mérovingiens, à la fin des années 70, André Holot, qui était conseiller d'État, avait monté quelque chose du même genre qui s'appelait le COLID, qui signifiait le Comité de liaison pour la nature et l'environnement, dont l'objectif était en fait d'être une forme de lobby pro-environnemental au sein du Parlement. Et ça avait marché pendant 10 ans, cette affaire-là. Je me souviens qu'il siégeait, par exemple, Alain Richard, qui est à gauche, et puis des gens de centre-droit, et puis il y avait des magistrats. Enfin, c'était très, très ouvert, et ça a bien marché. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée, mais ce n'est pas un mouvement politique. C'est transcourant, c'est transversal, et c'est très nécessaire, mais ça n'empêche pas pour la préparation d'échéances électorales. J'allais y venir. Il y a une échéance électorale, ce sont les élections européennes. Oui. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement en formation, en gestation, pourrait présenter des listes aux européennes? Oui, et voir... sur lesquelles vous seriez, parce que là, vous allez avoir un problème pour vous représenter. Oui, mais pas plus ni moins que d'autres. D'abord, premièrement, je n'ai pas encore pris de décision sur le point de savoir si je souhaitais continuer ou pas continuer. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, à supposer que je le fasse, je le ferai dans la cohérence qui est la mienne. Donc, effectivement, l'idée que certains ont de dire, pourquoi pas mettre, c'est une idée de Dany, je crois, Benamias, Lepage et un certain nombre d'autres, pourquoi pas, ça peut avoir du sens.
Alors, je rappelle que vous avez été ministre de l'Environnement dans le gouvernement Chirac. Vous aviez pris position dès 2010 pour la fermeture de la centrale de Fessenheim. Vous êtes donc, j'imagine, plutôt rassuré par les propos de François Hollande. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je travaille à la fermeture de Fessenheim depuis 2006, puisque je défends les collectivités locales, suisses, allemandes et françaises qui veulent la fermeture de Fessenheim. Donc, je suis engagée, si je puis dire. Donc, je vais être tout à fait transparente à ce sujet. Oui, je suis rassurée, mais ça me pose un problème. Je vais vous expliquer lequel. François Hollande a dit fermeture fin 2016. Ça ne vous a pas échappé que c'est quelques mois avant l'élection présidentielle de 2017. Donc, c'est une manière d'abord, je dirais, de figer partiellement dans le marbre la fermeture de Fessenheim. Deuxièmement, pour que Fessenheim fonctionne jusqu'en 2016, il va falloir faire des travaux extrêmement importants. EDF dit de l'ordre de 100 millions. Je pense que c'est très, très, très optimiste, notamment quand on voit le rapport qui vient de sortir au sein de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'on va mettre beaucoup d'argent pour un radier, pour toute une série de radiers étant le soubassement de la centrale, pour une centrale qu'on va fermer. Est-ce que c'est vraiment très intelligent en période de vaches si maigres que celle que nous vivons aujourd'hui, de faire ces investissements, j'en suis pas sûre. Clément Soudaille, Radio Notre-Dame. Est-ce que selon vous, la France peut se passer du nucléaire dans un délai, dans un court délai? Non. Non. On ne peut pas se passer du nucléaire à très court terme. En revanche, et le rapport de la Cour des comptes le montre très bien, aucune décision n'a sérieusement été prise depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas investi dans nos centrales, d'où des problèmes de sécurité qui ont été relevés par la Commission européenne et par les stress tests. On n'a pas non plus investi sérieusement, il y a l'EPR de Flamanville, mais c'est tout. Ça ne fait pas une relance du nucléaire au niveau de la fermeture des sites qu'on va devoir faire. On dit tout de même que c'est du nucléaire de nouvelle génération. Oui, enfin écoutez, d'abord il faudrait qu'on arrive au bout du bout. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je rappelle que l'EPR de Finlande a maintenant 5 ans de retard, je crois, et celui de Flamanville est parti à peu près sur les mêmes traces. Ça coûte affreusement cher, on est à 6-7 milliards d'euros l'unité. C'est quand même beaucoup. Donc déjà, il faudrait qu'on arrive au bout. Mais même en admettant cela, ce que je voulais dire, c'est que la France n'a pas fait vraiment de choix de politique énergétique. On se gargarise, comme souvent chez nous, de mots en disant on va continuer le nucléaire, mais on n'a pas fait les investissements qu'il faut. Donc là, on est en face de choix, et ça va être le débat énergétique, de vrais choix stratégiques. Et ma position, c'est que plutôt que d'investir dans de nouvelles installations nucléaires, je pense qu'il est essentiel d'investir sur l'efficacité énergétique, sur les réseaux dont personne ne parle, mais qui sont très importants, sur les énergies renouvelables et sur la sécurité dans les centrales dont on va avoir besoin encore un bon nombre d'années. Benjamin Rosier pour RCF. Alors, justement, sur la base de ce constat, est-ce que l'objectif en 2025 de réduire la part du nucléaire de 75% à 50% pour l'électricité en France, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Ah oui, possible, oui. Mais ça dépend ce qu'on veut dire avec 50%. 50% par rapport à quoi? Quelle consommation? Oui, c'est le grand sujet. Quand on compare les Français et les Allemands, on dit aux Français, qu'est-ce que vous avez comme chance? Vous payez votre électricité pas cher du tout. Oui, sauf que le ménage français, la facture qu'il paye, le ménage moyen, elle est plus élevée que le ménage allemand. Ah, vous allez me dire comment c'est possible? Ben, c'est possible parce qu'une facture, chacun le sait, il y a un prix au kilowattheure et il y a un nombre de kilowattheures. Or, nous avons investi surtout pour dépenser le plus possible d'électricité grâce au chauffage électrique, pendant que les Allemands ont fait une politique de réduction massive de consommation électrique, ce qui fait que le ménage moyen consomme en Allemagne 30 à 35% de moins d'électricité que le ménage français. Donc voilà, les vrais choix, vous voyez, ils sont là. Oui. Et c'est ça qui me paraît vraiment essentiel. Si les choix sont difficiles, c'est peut-être aussi parce que les syndicats, évidemment qui défendent les salariés qui travaillent dans le nucléaire, disent qu'il n'y a aucun argument technique, aucun argument social ou économique et aucun argument environnemental. Sur quoi? Sur la fermeture de Fessenheim. Alors, la fermeture de Fessenheim, d'abord, ce n'est pas tout le nucléaire. Hein. On revient à Fessenheim. Moi, je pense qu'il y a un argument massu qui est la question de la sécurité. Je suis désolée, je connais assez bien le dossier pour le défendre depuis 5 ou 6 ans maintenant.
Fessenheim, c'est une centrale qui a été construite au début des années 70. Il n'y a qu'une enceinte de confinement, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de tour de réfrigération. C'est une centrale qui est construite à côté de Bâle, comme chacun sait, qui a été l'objet d'un tremblement de terre en 1354. Et quand on a construit Fessenheim en 1973, on a évalué ce tremblement de terre à 6,2 sur l'échelle de Richter. Et donc on a dit, on va se donner 0,3 de sécurité, on va prendre 6,5. Pas de chance, aujourd'hui c'est réévalué à 6,9. Donc déjà, la centrale n'est pas aux normes par rapport à la réalité du tremblement de terre de 1354. Deuxièmement, c'est une centrale qui est construite en plus bas que le canal d'Alsace. Or, et ça M. Lacoste, le patron de l'ASN, l'a parfaitement reconnu, le scénario catastrophe qu'il y a eu à Fukushima, c'est-à-dire tremblement de terre plus inondation, n'avait jamais été pensé pour Fessenheim. Ce qui veut dire que tout ce qu'on peut faire, ça peut être que du bricolage par rapport à une conception initiale qui n'est pas faite pour la réalité de la situation. C'est une zone extrêmement peuplée. Je rappelle que cette région, les Européens, je parle des députés européens, sont extrêmement sensibles parce que c'est vraiment à côté de Strasbourg. Et par voie de conséquence, sur cette question même de sécurité, il y a tous les arguments pour fermer Fessenheim. J'ajoute, c'est accessoire, mais quand même, que Fessenheim est la seule centrale nucléaire en France qui n'ait pas d'autorisation de rejeter des rejets liquides chimiques, tout simplement parce que, très probablement, le niveau des rejets est tel qu'on ne peut pas donner d'autorisation aujourd'hui. Benjamin Rosier, RCF. Pour réduire la part du nucléaire, dans le mix énergétique français, il faut bien développer les énergies renouvelables. Oui. Franchement, aujourd'hui, est-ce que la politique, que ce soit des parlementaires, enfin de la représentation nationale et des gouvernements successifs, est lisible sur le financement, le développement de ces énergies éoliennes, photovoltaïques notamment? Sur le photovoltaïque, il y a eu tout un... Ou même des Français eux-mêmes qui ne veulent pas d'éoliennes en face de chez eux. Oui, alors un certain nombre de Français ne veulent pas d'éoliennes en face de chez eux, ils ne veulent pas non plus des centrales nucléaires, mais ça, on ne le dit pas trop. Voilà, donc vous avez votre question est parfaitement judicieuse, monsieur. Pour le moment, tout est fait pour que ça ne se développe pas. Il faut être très clair. Bon, il y a un affichage, on va faire du renouvelable, et puis il y a une réalité. La réalité, c'est que la France est toujours à 13% d'énergie renouvelable dans son bouquet énergétique. Quand j'étais ministre, il y a 17 ans, on était déjà à 13%, pour vous donner une idée du progrès qu'on a réalisé. Donc, on fait du surplace, précisément parce qu'il y a le choix du tout nucléaire, et que ce choix du tout nucléaire fait qu'on ne veut pas, en réalité, réellement, de développement des énergies renouvelables. Alors, on va voir si ce qu'a dit le président de la République à la conférence environnementale est suivi des faits, c'est-à-dire réellement une nouvelle politique vers la transition énergétique et économique, mais on le jugera aux faits, pas aux paroles. L'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste, c'est un engagement qui vous rassure ? Alors, sur l'affaire des gaz de schiste, moi je suis engagée depuis très longtemps contre l'exploitation des gaz de schiste, non pas que je sois a priori contre tout, pas du tout. Mais simplement, cette affaire-là me pose deux questions. Et je le vois très bien aussi au niveau communautaire, puisque je suis un des rapporteurs du texte. Vous avez un problème global. C'est que si le monde entier se met à exploiter ces gaz de schiste, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, par exemple, ça veut dire qu'on se donne globalement entre 50 et 100 ans d'hydrocarbures en plus. Ce qui veut dire que le changement climatique, j'allais dire, c'est mort. C'est-à-dire que non seulement on ne fera pas l'objectif de 2 degrés, mais on ne fera pas davantage celui de 3 et probablement pas celui de 4 non plus. C'est-à-dire qu'on est parti sur un dérèglement absolument majeur. Ça, c'est le problème global. Puis deuxièmement, il y a le problème local. C'est que lorsque l'on regarde de manière un peu honnête, si je puis dire, les conséquences de l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis ou même au Québec, on constate que pour les activités et pour les gens localement, c'est catastrophique. Parce que le système de la fracturation hydraulique, et aujourd'hui il n'y en a pas d'autre, est catastrophique. Voilà. Donc, si on avait un autre système qui ne soit pas catastrophique pour l'eau, pour la santé humaine, pour les activités agricoles, la question pourrait se poser, mais le premier point de mon argumentaire resterait valable. Bernard Gors, pour la Croix. Oui, alors vous dites que vous n'êtes pas contre tout, mais vous êtes aussi contre les OGM. C'est un combat que vous menez depuis longtemps. Il y a récemment une étude du professeur Serralini qui a démontré les dangers sur des rats des OGM. Et cette étude, que vous avez vous-même soutenue,
est contesté par le reste de la communauté scientifique en disant qu'il n'a pas pris les bons échantillons, ce protocole n'est pas sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement... notamment contesté par le SA, qui est l'autorité européenne de sécurité des aliments. Je vais vous répondre. D'abord, premièrement, je ne suis pas contre les OGM. Je n'ai aucun a priori d'abord sur les biotechnologies en général. Je n'ai jamais rien dit sur les OGM utilisés à des fins pharmaceutiques et thérapeutiques. Par exemple, l'insuline, qui est fabriquée à partir du génie génétique. Vous ne m'entendrez jamais dire quoi que ce soit, je n'ai rien à dire là-dessus. En revanche, ce qui me pose problème, ce sont les OGM à usage alimentaire qui sont de véritables éponges à pesticides, tout simplement parce que je fais partie de ceux qui constatent l'accroissement des cancers, l'accroissement des maladies neurodégénératives et qui prend conscience, comme beaucoup de gens, des corrélations qui semblent s'établir entre un certain nombre de produits chimiques, dont les pesticides, et ces maladies. Bon. Et par voie de conséquence, puisque nous avons affaire à des OGM qui sont des éponges à pesticides, je réclame depuis 15 ans que des études de long terme soient faites sur ces OGM pour savoir si oui ou non ça a un impact sur la santé humaine. Il se trouve que les quelques études qui avaient été faites sur des rats l'ont été sur 90 jours, 3 mois, et ces études montraient, notamment pour le NK603 qui a fait l'objet de l'étude de Seralini, des effets statistiquement très significatifs sur plus de 50 paramètres. D'où l'idée qu'a eu le CRIGEN, qui veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, que j'ai créée en 1999 avec Jean-Marie Pelt et Gilles-Éric Seralini, de mener nous-mêmes une étude sur 2 ans, puisque personne ne voulait la faire. Car avant que le CRIGEN ne se lance dans cette opération, on est allé voir de l'INRA, qui nous a dit « ça ne nous intéresse pas ». On a été voir les pouvoirs publics qui ont dit « on ne vous finance pas ». Et donc, cette étude a été faite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pressions de l'industrie Mais bien sûr. Qui refusent qu'on fasse ces Mais bien entendu. Sinon, vous savez, on est une petite association, monsieur. Pourquoi pensez-vous qu'une petite association se serait mise sur le dos un travail pareil si on avait pu le faire faire par un établissement public indépendant des producteurs Corinne d'OGM. Lepage, pourquoi Gilles-Éric Seralini ne veut-il pas donner tous les documents que lui réclame l'Agence européenne de sécurité des aliments ? Gilles-Éric Seralini a donné à l'ANSES, donc l'agence française, les données brutes sur tout ce qui concerne les tumeurs et les surmortalités. Donc il est tout à fait prêt à les donner. Mais il faut bien comprendre que ce que veut obtenir, et je le soutiens en totalité, Gilles-Éric Seralini, c'est que les données brutes sur lesquelles se sont appuyés les organismes d'expertise et les États pour donner les autorisations soient ouvertes à la controverse scientifique. Car si tout le monde avait connaissance de ces données brutes... Mais ça, c'est un argument politique, excusez-moi. Ce n'est pas un argument scientifique. Il dit... L'Union européenne, au fond, donne des autorisations sans avoir tous les éléments. Donc pourquoi moi je donnerais ces éléments ? Non, pardonnez-moi, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, moi je suis tout à fait prête à les mettre sur une banque de données, sur un site public. À ceci près quand même, je me suis oublié que c'est pas la même chose de faire une étude qui va permettre la mise sur le marché d'un produit que vous allez consommer et de faire une étude à des fins de recherche. Ce n'est pas du tout la même chose pour la société. Je vous demande quand même de bien vouloir noter la différence. Mais Seralini dit, moi je suis tout à fait prêt à mettre ces données sur la place publique. Mais je veux que vous en fassiez de même, parce qu'il ne peut pas y avoir de controverse scientifique s'il n'y a que mes données sur la place publique et pas les vôtres. Donc ça n'a rien de politique, c'est vraiment ouvrir le débat scientifique sur ces données, parce que c'est indispensable. Alors, Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame et ensuite Benjamin Rosier pour RCF. La France est un des plus gros consommateurs de pesticides. Le Grenelle de l'environnement, il y a 5 ans, avait pris un engagement de réduction de moitié d'utilisation des pesticides à l'horizon 2018. Ça a encore augmenté depuis. Ça sert à quoi, ces engagements ? À rien. À rien du tout. C'est pour ça qu'il faut arriver à travailler différemment. Nous sommes un pays qui légifère mais qui n'applique pas ses lois, qui se fixe des objectifs et qui ne les atteint pas. C'est vrai pour les pesticides, c'est la même chose pour les énergies renouvelables. Nous avons pris un objectif d'être à 23% d'énergie renouvelable en 2020, tel qu'on est parti. Je peux vous signer aujourd'hui qu'on n'y arrivera pas. Bon. Donc, au lieu de nous fixer des objectifs que nous n'atteignons pas, ce serait quand même beaucoup plus intéressant de nous donner des moyens pour progresser dans une direction avec effectivement un objectif. Mais là, vous voyez bien que sur les pesticides, on a fait plus 3%, 4% l'année dernière, alors qu'il y a un objectif de réduction de 50%. Le problème,
C'est d'abord parce que les gens sont malades, mais c'est surtout parce que tout ça coûte affreusement cher. C'est vous, c'est moi qui payons la sécurité sociale pour les maladies que les uns et les autres contractent. Donc, essayons d'avoir une vision un peu cohérente des choses et d'avoir une agriculture, parce que nous sommes un grand pays agricole, et on réforme la PAC. Donc c'est vraiment le moment de mettre tous les sujets sur la table. D'avoir une agriculture dont nos agriculteurs sont fiers, dont ils ne sont pas malades, qui les fait vivre correctement, et qui nourrit convenablement la population. Je pense que c'est de ça dont nous devrions collectivement parler. Benjamin Rosier. Madame Lepage, si je me souviens bien, l'objectif du Grenelle, c'était sur 10 ans, on réduit les pesticides, si possible. Si je me souviens bien, la lettre du Grenelle, c'était si possible. Si possible, pour que la recherche ait le temps de trouver des solutions alternatives, non chimiques, je ne sais pas, l'éclaircissement des pommes, par exemple, pour les arboriculteurs, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche a ces solutions alternatives pour atteindre l'objectif ? Je vais vous dire, les solutions alternatives, il en existe beaucoup. Il y a eu un très beau film, il y a quelques jours sur Arte, de Marie-Monique Robin, qui s'appelle « Les moissons du futur », où elle montre comment, dans le monde, toute une série de solutions alternatives se mettent en place. Vous avez les rapports de la FAO, avec M. De Schutter, qui montrent comment une agriculture qui est moins intensive permettrait de nourrir le monde entier avec un recours beaucoup plus faible aux intrants. Bon. Donc les solutions, on les a. Le problème est le système économique dans lequel nous avons enfermé une grande partie de notre agriculture qui n'arrive pas à s'en sortir. Tout simplement parce que les charges des agriculteurs, d'abord, sont considérables et que, achetant la semence, ils achètent en même temps le pesticide qui va avec la semence et ainsi de suite. Et c'est ce système-là qu'il faut progressivement changer. Donc c'est une approche systémique, mais les solutions, elles existent. Il ne faut pas dire qu'elles n'existent pas. À volume constant, vous pensez ? Pour des sociétés, par exemple, urbaines comme la nôtre, qui ont besoin d'une distribution importante de produits alimentaires. L'INRA a sorti il n'y a pas longtemps un rapport qui va exactement dans le même sens et en disant que oui, on peut parfaitement y parvenir. Je ne suis pas agronome, donc je ne veux pas aller sur un terrain que je connais forcément pas comme un agronome, mais je suis frappée du nombre de rapports qui sortent et qui vont dans le même sens, y compris d'organismes comme la FAO ou l'INRA, qui ne sont pas les défenseurs habituels de l'agriculture biologique quand même. Il faut voir les choses comme elles sont. Une question de Bernard Gors du quotidien La Croix. Vous parliez tout à l'heure d'une réforme de la PAC. Il faut d'autres critères d'attribution des aides, c'est-à-dire que ne plus prendre tout simplement en compte les surfaces exploitées, mais par exemple l'utilisation de pesticides ou de... Alors, il y a un très gros débat au Parlement européen sur ce qu'on appelle le verdissement de la PAC, et notamment le verdissement dans ce qu'on appelle le premier pilier. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une éco-conditionnalité, effectivement, des aides, de manière à ce que les agriculteurs aient un intérêt économique, parce que c'est cette logique qu'il faut avoir, à aller dans cette direction. Moi, j'ai écouté avec intérêt ce que disait Stéphane Le Foll, la réflexion autour d'un bonus-malus sur l'usage des pesticides. Je trouve que c'est intelligent. C'est-à-dire de faire en sorte que les agents économiques, qu'ils soient agriculteurs ou autres, parce que c'est pareil pour l'industrie, aient un intérêt à aller dans la bonne direction et n'est pas, comme jusqu'à présent, un intérêt à aller dans la mauvaise. Parce que si les agriculteurs ont fait ça, c'est parce que les subventions les ont poussés à faire ça. Mais vous qui êtes un peu au cœur du système quand même européen, vous pensez qu'on va y aller ou ça vous semble encore... Écoutez, ça avance. Alors il y a très forte pression. La France n'est pas toujours très très nette sur ce premier pilier, c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf qu'il faut quand même comprendre que nous ne continuerons pas à avoir des aides au montant auquel on les a, mais pour la première fois, on va être déficitaire en matière agricole. Je ne sais pas si tous les Français en ont pris conscience. Alors, une dernière question, après on va marquer notre première pause. Oui. Je suis désolée, je n'ai pas répondu à votre question. La police est intervenue à Notre-Dame-des-Landes pour évacuer les écologistes qui squattaient les maisons. Est-ce que vous êtes favorable à la construction de ce grand aéroport du Grand Ouest, auquel apparemment Jean-Marc Ayrault tient beaucoup? Oui, non. Depuis le début, moi j'ai été à la première concertation publique en 2007. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours pas bien compris ce qu'on voulait. Est-ce que c'est le 3e aéroport de la région parisienne? Est-ce que c'est un grand aéroport pour la Bretagne ou est-ce que c'est le nouvel aéroport de Nantes? Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose, la réponse aux 3 questions. Ça n'a jamais été tranché clairement. Deuxièmement, est-ce qu'on a une vraie idée de ce que va être le transport aérien dans les 20 ans qui viennent? Autrement dit, est-ce qu'il y a une utilité à cet aéroport? En attendant, comme toutes ces réponses-là, on ne les a pas et qu'en plus, il y a des problèmes financiers considérable, je ne vois pas l'intérêt d'aller manu militari, même s'il y a une décision de justice, évacuer de manière extrêmement ferme les gens qui sont sur place. Nous marquons notre première pause.
Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Pour vous interroger, Corinne Lepage cette semaine, Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame, Benjamin Rosier pour RCF et Bernard Gors pour le journal La Croix. C'était hier, Corinne Lepage, la journée du refus de la misère. 8 millions de Français vivent, dit-on, en dessous du seuil de pauvreté. Or, l'aide que fournit l'Europe depuis des années aux associations qui fournissent notamment des repas comme les Restos du Cœur, cette aide qui est de 500 millions d'euros, on va le voir, va être diminuée à cause d'un certain nombre de pays comme l'Allemagne qui estiment que cette aide n'est pas fondée juridiquement et ils ont gagné. Et si on ne fait rien dans les semaines qui viennent, eh bien nos associations comme les banques alimentaires ou le Secours populaire ou les Restos du Cœur ne pourront plus fournir de repas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire, nous, au niveau européen, ce qu'on a fait l'année dernière, parce que c'est bis repetita, hein. On a eu le même problème l'année dernière. On va se mobiliser pour que ce soit maintenu cette année. Mais la question va se reposer au sein de la PAC, puisque c'était de là que venait en fait la difficulté juridique. Et pour qu'il y ait une somme suffisante qui soit allouée, il faut l'accord de tous les États membres. On sait qu'on ne l'aura pas, parce que l'Allemagne ne veut pas. Donc il va bien falloir qu'on trouve au niveau communautaire un autre fonds qui puisse permettre effectivement d'alimenter convenablement toutes les associations caritatives, parce que la précarité, la pauvreté progressent en Europe et pas seulement en France. Parce que financièrement, au niveau européen, c'est rien. C'est 1 euro, pour un Européen. C'est rien. C'est pas le sujet. C'est rien, sauf qu'il faut quand même toujours avoir présent à l'esprit que le budget européen est un budget constant, qui ne bouge pas. Et que donc, si vous prenez quelque part, vous donnez quelque part, vous l'enlevez ailleurs. Vous habillez toujours Paul pour déshabiller Jacques, obligatoirement au niveau européen. Tant qu'on n'aura pas de budget communautaire avec des ressources propres, on sera dans cette situation-là. Mais il n'en demeure pas moins que assurer l'alimentation des plus précaires en Europe est évidemment un objectif majeur. Sauf que là, c'était un budget qui était dans le budget de la PAC, oui. Hein, c'est bien ça ? Je sais bien, oui. Et donc, il existe ce budget ? Non, puisque juridiquement, on s'est fait taper sur les doigts. Donc, l'année dernière, on a trouvé un système pour maintenir la même somme. Il faut que cette année, nous allons nous mobiliser exactement de la même manière, mais maintenant qu'on rediscute la PAC, il va falloir, si nous n'arrivons pas à réintégrer de manière juridique convenable dans la PAC une allocation, trouver un autre fonds qui puisse permettre d'allouer ces sommes. Bernard Gors pour La Croix. Alors toujours sur l'Europe, la France vient de... Le Parlement français vient de ratifier, de donner son feu vert à la ratification du traité. Est-ce que vous-même, si vous étiez parlementaire, vous auriez voté pour ? Je l'ai voté à Bruxelles au mois de juillet, comme du reste 14 de nos 17 parlementaires verts qui ont voté pour ou se sont abstenus. Il n'y en a que 3 qui ont voté contre, hein, je rappelle quand même, au passage. Et est-ce qu'il y a, selon vous, transfert de souveraineté ou pas ? Et j'ajoute à cette question, Angela Merkel, jeudi matin, a déclaré qu'il faut absolument qu'il y ait un droit de veto au niveau de l'Europe sur les budgets nationaux. Alors, est-ce que ce traité, est-ce que c'est une interprétation du traité ? Est-ce que effectivement ce traité permet ça ? Et est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que vous êtes pour cette intégration ? Alors, on ne peut pas. De toute façon, on est au milieu du gué. On ne peut pas demander à l'Allemagne une mutualisation des dettes comme on est en train de la demander, et d'autre côté, de considérer que tel ou tel pays peut continuer à avoir des acrobaties budgétaires comme, je ne citerai personne, mais enfin, certains les ont eues. Où mettre le curseur ? Alors même que dans le même temps, nous n'avons toujours pas d'Europe sur le plan fiscal, et que par exemple, nous avons aidé un pays comme l'Irlande, qui a un taux d'impôt sur les sociétés de 15%, ce qui est absolument inacceptable au regard des règles d'impôt sur les sociétés dans les autres pays européens. Autrement dit, pour moi, il faut aller vers une intégration plus grande, mais qui couvre l'ensemble des données. Alors, Madame Merkel a dit qu'il faudrait que le commissaire aux affaires économiques puisse avoir un veto. Moi, je ne suis pas d'accord qu'une personne, fût-il commissaire aux affaires économiques et parle-t-il au nom de la Commission, puisse bloquer un État. Ça devrait être, à minima, une décision avec une majorité extrêmement qualifiée de la Commission. Mais parce que dans cette hypothèse-là, ça veut dire qu'il y a un véritable transfert de souveraineté à la Commission. Alors, et Jean-Marc Ayrault avait dit exactement le contraire dans son discours à l'Assemblée nationale.
pour le moment, et le Conseil constitutionnel n'a pas dit ça non plus. Bon. Donc moi je suis juriste et assez légaliste, je pense qu'il faut essayer d'en rester pour le moment à ce qui est autorisé tant par le Conseil constitutionnel que par la Cour de Karlsruhe. Mais ce sujet global est indissociable de ce que j'ai dit il y a un instant sur l'aspect fiscal et social et indissociable d'une démocratisation du système européen parce qu'aujourd'hui, très franchement, le système démocratique au niveau européen laisse singulièrement à désirer. Clément Soudaille, Radio Notre-Dame. Les députés ont commencé l'examen du budget 2013 avec comme objectif de ramener le déficit à 3%. Dans l'état actuel des choses, est-ce que ça vous semble crédible et à quel prix ? Je comprends très bien que le gouvernement n'ait pas d'autre choix que d'affirmer cet objectif. Objectif que François Hollande rappelle dans le journal Le Monde hier. Il n'a pas d'autre choix que celui-là. Je rappelle simplement que cet objectif de 3% est fondé sur un taux de croissance à 0,8%. Qu'est-ce qui se passe si nous n'avons pas 0,8% de croissance ? Il y a deux solutions. Ou bien on n'atteint pas les 3%, ou bien il faudra faire des économies. D'autre part, il y a une autre solution qui consisterait à ce que l'Europe décide que c'est un peu plus souple et qu'on a un tout petit peu plus de temps. Moi, je suis, pour avoir lu beaucoup ce qu'écrit Stiglitz, Krugman et un certain nombre d'autres, absolument convaincue qu'il ne faut pas entrer dans des politiques de récession. Mais cela passe très certainement par ce que j'appelle un Big Bang de l'État. Je pense qu'on ne peut pas continuer à travailler avec un État tel qu'il est organisé aujourd'hui en France. Et ce Big Bang de l'État, qui n'est pas la RGPP, entendons-nous bien, hein, qui est vraiment une réflexion en profondeur sur c'est quoi les missions de l'État aujourd'hui, comment est-ce qu'on les remplit en fonction des besoins des Français de 2012, et comment est-ce qu'on définit un budget par rapport à ces missions, et non pas en reconduisant d'une année sur l'autre ce que demande chaque ministère. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à réduire les dépenses publiques sans, dans le même temps, porter gravement atteinte au service public qui, quand même, dans un certain nombre de domaines, est franchement malade. Benjamin Rosier pour RCF. Dans les moyens du budget 2013 pour réduire les déficits, la fiscalité écologique est absente. Totalement. Pour l'année 2013, ça vous inspire quoi ? Qu'on passe à côté du système, mais je trouve que le gouvernement est extrêmement conventionnel dans sa manière de gérer la France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on applique des systèmes bien connus, on diminue à même pas les dépenses et surtout on fait de la fiscalité tous azimuts, mais on ne transforme pas la fiscalité. Or, nous avons besoin de changer notre fiscalité. Moi, je pense je vais peut-être choquer certains, je pense qu'on a besoin d'un choc de compétitivité pour avoir un pied dans l'entreprise, puisque j'ai un cabinet d'avocats qui a 35 ans d'existence, donc je sais un peu ce que c'est qu'une PME. Très franchement, on a besoin d'alléger les charges des entreprises, sauf qu'on a besoin d'argent pour le budget, et c'est précisément par le biais de la fiscalité écologique qu'on pourrait essayer de passer, qui aurait aussi pour avantage de créer des cercles vertueux, c'est-à-dire un intérêt économique des acteurs à aller dans une autre direction que celle qu'ils ont aujourd'hui, sauf qu'on est en train de passer totalement à côté de cette conception-là. Bernard Gors pour La Croix. Le gouvernement a présenté aujourd'hui un nouvel outil pour la relance, c'est la Banque publique d'investissement. Oui. Est-ce que c'est un outil intéressant ou est-ce que ça appartient aux vieilles recettes du passé ? Non, je pense que c'est très intéressant. On est un pays qui parle tout le temps de ses PME, qui ne fait rien pour elles. La différence de traitement sur le plan fiscal, sur le plan du crédit, sur le plan de la recherche, sur le plan même, je dirais, de la valorisation de ce qui est fait, sur le plan des prix qui sont donnés, enfin tout cela, traite terriblement mal ces PME. C'est toujours les très grandes entreprises qui passent avant. Or, je ne sais plus quel est le chiffre, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plus que 80% de l'emploi en France, ce sont les PME. Et c'est là où on a les innovations. Quand vous regardez, quand vous faites des comparaisons entre les très grandes entreprises françaises et très grandes entreprises américaines, vous voyez que dans les très grandes entreprises américaines, il y en a X% qui n'existaient pas il y a 10 ans. Chez nous, c'est toujours quasiment les mêmes, avec parfois des changements de nom. Donc, alors que nous avons un génie inventif, alors qu'il y a une French touch, alors que nos entrepreneurs savent parfaitement faire, c'est ça qu'il faut recréer, c'est-à-dire cette capacité de développement, de création, d'innovation, d'inventivité. Ça ne se fait pas en tapant sur la tête des gens. Le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Union européenne. C'est une plaisanterie, un hommage ou un encouragement ? Je ne pense pas que ce soit une plaisanterie.
je pense que ça nous oblige. Certains l'ont compris comme ça, quand on connaît justement la situation économique et financière de l'Europe. Oui, mais enfin, c'est quand même un espace, mis à part ce qui s'est passé en Yougoslavie, c'est quand même un espace de paix. C'est quand même une reconstruction qui s'est faite sur la base d'un antagonisme centenaire entre deux pays, la France et l'Allemagne, et que quand vous voyez ce qui se passe dans un certain nombre de zones du monde, on se dit que, allez, au hasard, au Moyen-Orient, on arriverait à créer un marché commun, puis un espace du même ordre, je pense que tout le monde y gagnerait. Voilà, donc moi c'est plutôt comme ça que je le vois et je pense que ça nous oblige. Il faut qu'on soit meilleur qu'on ne l'est aujourd'hui, très clairement. Il n'y a pas de raison que l'Europe soit l'homme malade ou le continent malade de la planète. Il n'y a vraiment aucune raison pour cela. Voilà, nous marquons notre deuxième pause. Retour sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens, en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Corinne Lepage pour vous interroger, Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame, Benjamin Rosier pour RCF et Bernard Gors pour le quotidien La Croix. Et c'est Clémence Houdaille qui vous pose la première question. Le 31 octobre prochain, le Conseil des ministres devrait adopter le projet de loi sur le mariage homosexuel. Vous soutenez, je crois, cette évolution ? Alors, je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup évolué sur ce sujet. J'étais, il y a 10 ans, contre le mariage et contre l'adoption. Je ne peux plus être contre l'adoption, puisque, en fait, c'est rentré dans la jurisprudence, tout au moins, puisque la Cour de cassation l'admet désormais. Donc, pour moi, c'est une question qui ne se pose plus. Et l'essentiel, c'est quand même l'intérêt de l'enfant. Sur le mariage, je comprends très bien tous ceux qui, croyants, sont très gênés par le mariage homosexuel en disant que ce n'est pas la conception de la création. Ceci étant, je suis très sensible aussi à l'argument de l'égalité des droits. Je me pose la question de savoir si on ne peut pas trouver un modus vivendi en considérant que ce qui relève du civil doit être dans l'égalité, c'est-à-dire un pacte civil devant le maire, qu'on soit homo ou hétéro, mais que le mariage lui-même, et on est dans de la sémantique, puisse être réservé à quelque chose qui est davantage de l'ordre du religieux. Mais vous introduisez un principe d'inégalité. Ah ben non, parce qu'ensuite, c'est à chaque religion de décider si elle souhaite ou non donner une bénédiction. Du civil. Oui. Si vous dites qu'il y a le mariage civil pour... Non, je parle de la même chose. C'est-à-dire, je veux dire par là, reconnaître le droit de se marier, s'il faut employer ce mot, devant le maire, en l'appelant d'un mot qui serait un pacte civil ou enfin quelque chose un pacte républicain. Donc supprimer le mariage civil tel qu'il existe. Voilà. Et c'est considérer que le mariage est une consécration religieuse, mais on est dans de la sémantique, vous voyez, mais notre code civil a été quand même conçu à une époque où il n'y avait pas la séparation de l'Église et de l'État comme on l'a aujourd'hui. Même s'il y a eu des évolutions depuis, bien sûr. Voilà, moi je suis très sensible à la question de la non-discrimination et à de l'égalité des droits, même si je ne suis pas insensible au fait qu'il reste dans l'imaginaire qu'un mariage entre un homme et une femme et un mariage entre deux personnes du même sexe, ce n'est pas forcément identique, mais en termes d'égalité de droits civiques, moi qui suis une grande laïque, je le dis même sur votre plateau, ce qui n'empêche pas les convictions d'ailleurs, parce qu'on peut être laïque et croyant, ou même pratiquant, je pense qu'il faut aller vers une égalité sur le plan civil. Oui, donc sur le plan sémantique, c'est la fin du mariage républicain. Ce serait l'union républicaine, si je puis dire. C'est vraiment de la sémantique, mais c'est pour essayer de combiner à la fois une égalité de droits que je soutiens et le respect de croyances que je peux comprendre. Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame. Vous parliez de l'intérêt de l'enfant. Il y a de plus en plus de pédopsychiatres qui montent au créneau en disant l'intérêt pour des enfants déjà fragilisés par un abandon, d'avoir un père et une mère pour se construire. Il n'y a pas un principe de précaution à adopter dans ce cadre-là aussi ? Vous savez, j'ai beaucoup regardé ces sujets. Moi, je suis mère de famille, je suis grand-mère de famille, donc la question des enfants est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Si vous avez un couple homosexuel qui est prêt à aimer un enfant, à l'élever, vous avez tant d'enfants qui sont malheureux, qui ne sont pas élevés, qui sont laissés de côté par des couples hétéros,
Très franchement, je pense que notre société est quand même bien malade aujourd'hui et que l'intérêt de l'enfant, c'est qu'il soit aimé. Alors, bien sûr, on peut dire c'est mieux s'il y a un père et une mère. Ça, on peut le défendre, bien sûr. Mais voilà, moi, je pense que dans bien des cas, l'intérêt de l'enfant, c'est qu'il soit aimé. Benjamin Rosier. Alors, souvent, les pédopsychiatres disent, oui, finalement, sur le côté éducatif, oui, on n'a rien à redire. Un couple homosexuel peut élever un enfant, lui inculquer des valeurs, etc., des codes. Par contre, ils parlent plus de construction, donc identitaire, sexuelle, psychique, etc. Moi, au-delà, vu les questions que ça soulève, anthropologiques, éthiques, par exemple, sociales, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un débat plus large, national, que celui devant la représentation nationale, vu les moi, je vais questions vous dire, sur des sujets comme celui-là, ou comme le droit de vote des étrangers, dont vous souhaitez parler aussi, je pense qu'il devrait y avoir des référendums. Moi, je suis une adepte du référendum, de toute façon. Et dans le programme que j'avais écrit pour la présidentielle, je considère que c'est des affaires qui ne sont pas des affaires politiciennes, que c'est des affaires de conscience des uns et des autres, et que par voie de conséquence, on devrait demander aux Français ce qu'ils souhaitent. Voilà. Moi, c'est ma position. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus démocratique sur ces sujets-là. Bernard Gors, La Croix. Oui, sur un tout autre sujet de société, avec l'ERICA, vous aviez gagné une victoire contre Total, pollueur-payeur. Il y a un autre procès qui s'ouvre actuellement, c'est celui du Prestige, qui avait eu lieu en 2002, pardon. Pourquoi ne pas avoir rassemblé les communes, comme vous l'avez fait pour l'ERICA, pour aller vous battre parce que c'est pas faute d'avoir essayé. Je rappelle simplement qu'au début de l'affaire du Prestige, donc en 2002, un juge d'instruction a été saisi à Brest. Je représentais à l'époque une dizaine ou une douzaine de collectivités locales du nord de Bordeaux. Sauf qu'au bout de 3 ans de procédure, il ne s'était toujours rien passé, tout simplement parce que la différence avec l'ERICA, c'est que l'ERICA a été instruit au parquet de Paris, où on avait un magistrat, Madame de Talancé, qui avait les moyens de mener à bien une procédure, et que le tribunal des affaires maritimes à Brest, puisque c'est lui qui était saisi, il y avait 2 juges d'instruction pour toutes les affaires, hein. Et une demi-greffière, si je puis dire, une greffière à mi-temps ou 2/3 de temps, le malheureux juge d'instruction, comment voulez-vous qu'il fasse tous ces dossiers plus celui-là? Donc il ne s'est rien passé. Il y a eu 3 juges qui se sont succédés. Et du coup, en 2005, la France a dit très bien que l'Espagne veut s'en occuper, que l'Espagne s'en occupe. Sauf que les communes n'ont pas suivi, celles que je défendais, tout simplement parce que le coût de la procédure pour aller en Espagne était immense du fait des problèmes de traduction. Et aujourd'hui, on assiste en Espagne à une parodie de justice. Attendez, qui a-t-on dans le box des accusés? 3 personnes. Le capitaine, qui n'est pas loin d'un âge canonique, d'ailleurs, si j'ai bien compris, son second est l'ancien directeur des affaires maritimes espagnoles. Il n'y a pas de propriétaire de bateau, il n'y a pas d'armateur, il n'y a pas d'affréteur, tout ça, ça n'existe pas. C'est doublement absurde, d'abord parce qu'on ne peut pas chercher les responsabilités sur ces 3 lampistes, même s'il y en a un qui est un peu moins lampiste que les autres, et puis deuxièmement parce qu'il n'y aura pas un centime. Ce sont des personnes physiques, le coût des dommages, c'est 4 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Il y a eu une protection des vrais responsables? Écoutez, je n'ai pas suivi la procédure en Espagne. Je ne vois que le résultat des courses, si j'ose dire. Et ce que je peux vous dire, mais tout le monde pourrait vous le dire de la même manière, c'est que les vrais responsables de ce qui s'est passé, parce que c'était encore un bateau pourri, ne sont pas là où ils devraient être. Clémence Houdaille, Radio Notre-Dame. Un petit mot sur la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous soutenez la députée Sylvie Goulard qui dénonce le machisme de la BCE? Elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Moi, j'avais été manifestée au moment où a été constituée la commission en 2009, parce qu'au départ, il n'y avait quasiment aucune femme dans la commission. Alors, il faut peut-être expliquer, parce que la BCE est actuellement dirigée par 23 hommes. Il n'y a pas une femme. Non, ils ne sont pas capables d'en trouver une, donc ça va. Qu'on n'ait pas la stricte parité, admettons, qu'il n'y ait pas une seule femme, franchement, ce n'est pas acceptable. Ça nous le paraît d'autant moins que le Parlement européen est pas loin de la parité. Nous sommes 40% à peu près de femmes au Parlement européen, avec un certain nombre de femmes commissaires quand même. Mais pas à égalité, mais enfin, on en a quelques-unes. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Et donc moi, je soutiens totalement Sylvie Goulard sur ce combat. C'est dommage que Anne Lauvergeon n'ait pas obtenu la direction de la BPI? C'est une femme extrêmement compétente. Ensuite, il y a des choix politiques qui m'échappent. Mais moi, je trouve que plus on a de femmes à la tête de très grandes entreprises, mieux c'est, parce qu'on a quand même aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, des plafonds de verre dans les entreprises, et
que les femmes ont beaucoup de mal à progresser. Vous savez, moi, je fais partie de la génération MLF. Hein. Très franchement, dans les années 70, on ne pensait pas, quand on a obtenu un certain nombre de conquêtes, qu'elles pourraient un jour être discutées, et surtout qu'on ne progresserait pas. Or, les lois sont votées, les femmes ne sont toujours pas payées comme les hommes à travail égal, et le plafond de verre dans les entreprises, ça existe toujours, même s'il y a une loi pour qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration. Vous l'avez évoqué d'un mot tout à l'heure, est-ce que vous êtes favorable à l'idée du vote des étrangers non communautaires aux élections locales? Sur le principe, je comprends très bien, mais là aussi, je pense qu'il faut un référendum. Tout simplement parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de choses dans notre société, que nous sommes une société aussi de stigmatisation aujourd'hui, que j'ai peur que tout cela ne fasse qu'augmenter la stigmatisation et augmenter la peur, voire la haine de l'autre, alors que nous sommes une société dans laquelle on a besoin de trouver de la paix avec les autres. Donc en tout cas, je pense que ce n'est pas le moment. Au moins, ce n'est pas le moment. Et je pense que ce serait bien de poser la question aux Français, très franchement. Il vaut mieux favoriser les naturalisations? Oui. Bon, si vous voulez, au départ, quand même, le droit de vote, il est attaché à la citoyenneté. Moi, je suis beaucoup plus favorable à ce qu'on ouvre plus grandes les portes de la citoyenneté à des gens qui parlent le français, qui ont acquis notre histoire et qui ont envie de devenir français, donc de voter. Je trouve que c'est plus intéressant d'aborder le sujet par ce biais-là que par celui du vote des étrangers au municipal, d'autant plus que le droit de vote dont on parle, c'est un demi-droit de vote. Enfin, c'est un droit de vote, mais ce n'est pas un droit d'être élu, ou tout au moins de manière très limitée. Donc on est plus dans la symbolique. Je trouve que la société française n'a pas besoin de ça en ce moment. Merci Corinne Lepage. Fin de cette édition de Face aux chrétiens. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur les sites de KTO, de la Croix, sur Radio Notre-Dame et sur RCF. La semaine prochaine, notre invité sera Luc Châtel, qui soutient Jean-François Copé dans la course pour la présidence de l'UMP. Bonne semaine à tous.